Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans le cadre de votre émission 7 à 3, qui est une plateforme de débat contradictoire, une émission qui soulève des interrogations de tout genre, sans tabou, mais dans le respect et la courtoisie. En Afrique, régime polygamique, avantage ou inconvénient, voilà, c'est le thème que nous allons évoquer ce soir. La polygamie se subdivise en deux parties, à savoir la polygynie et la polyandrie. Nous pouvons nous intéresser à la polygynie puisque c'est l'union d'un homme avec plusieurs femmes, d'où cette confusion très fréquente avec la polygamie. Elle reste toutefois une pratique ancestrale sur le continent noir. Dans les sociétés africaines, la polygamie est l'héritage d'une longue tradition tribale. Elle était et reste surtout pratiquée dans des mariages coutumiers. Selon de nombreux analystes, pour les chefs coutumiers, elle répond à un souci d'affirmation de leur autorité, de leur pouvoir ou de leur puissance. Même si pour certains observateurs, elle consolide la cellule familiale en inculquant des valeurs de partage, d'unité, de cohésion ou même de solidarité. Pour d'autres, elle justifie chez l'homme la tendance bestiale à multiplier ses conquêtes. Dans tous les cas, il sera question de savoir quelle est la place de la polygamie. Est-elle une source de cohésion ou de division? Au final, sa pratique doit-elle être considérée comme un avantage ou un inconvénient? C'est autant de questions qui nécessitent des réponses. Justement, pour en parler, nous avons convié de jeunes leaders qui préparent tous les deux des spécialisations en droit privé. À ma gauche, M. Esaïd Biancoup, leader et juriste. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et à ma droite, monsieur Steve Hervé Banda Yege, vous êtes aussi un jeune leader en même temps juriste. Voilà. Oui. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, messieurs. Nous vous rappelons qu'au cours de cette émission, nous parlerons de la place de la polygamie dans les sociétés africaines. Nous nous interrogerons par la suite sur certaines thèses qui font de la polygamie un régime qui consolide la cellule familiale. Et pour finir, nous tenterons de répondre à la problématique du départ, à savoir la polygamie. Avantage ou inconvénient d'entrée des jeux, messieurs, comment peut-on définir pour vous la polygamie? Qui se jette à l'eau? Allez-y, monsieur Esaï. Pour une approche définitionnelle de la polygamie, si on se réfère un peu au grec, la polygamie vient de poly, qui veut dire plusieurs, et de gamos, qui veut dire mariage. Donc, c'est l'union d'une personne avec plusieurs partenaires. Une personne, c'est-à-dire un homme, plusieurs partenaires, entre parenthèses les femmes. Parce qu'il faut faire la différence. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de mariages aujourd'hui. Le mariage pour tous, nous n'en parlons pas. Ok. À vous, monsieur Steve Hervé et Banda Yege. Oui, il a si bien dit déjà. Il a remonté l'étymologie même de polygamie. Il faut simplement souligner que quand on parle de polygamie, ça renvoie essentiellement à l'homme. Parce que dans certaines sociétés, on parle de polyandrie. La femme qui peut contracter plusieurs mariages. Mais quand on parle de polygamie, d'entrée de jeu, on voit un homme qui... Enfin, on voit le fait pour un homme d'avoir successivement plusieurs femmes. Et puis, voilà. Nous allons suivre ensemble ce micro-trottoir réalisé dans un marché de la capitale gabonaise en vue de prendre d'ores et déjà les points de vue des populations africaines sur leur perception de la polygamie. Ils étaient au micro de nos reporters. Écoutons-les. Non. Pourquoi? Parce que c'est source des problèmes. Tu vas te faire des soucis tous les jours parce que soit il est là-bas, toi tu as le cœur mal ici. C'est ça. Moi je ne peux pas, ça cause de ça. C'est multiplier les problèmes. C'est multiplier les problèmes. Oui. On appelle ça quoi? Des crimes. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Oh, mais on en a vécu. On est africain. Tout le monde connaît ce que c'est que la polygamie a posé comme... Bon, de l'autre côté aussi, ça apporte aussi un peu de bonheur. Hein? Une ça va parce qu'il y a trop la jalousie, il y a trop les fétiches. Parce qu'au cas si peut-être on ne va pas gaspiller, peut-être on va peut-être ton enfant est avancé. L'autre peut faire pour qu'elle gaspille ton enfant, pour qu'elle ne doit pas aller devant, tout ça là. La polygamie, c'est pas bon pour moi. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être polygame. Est-ce que vous avez déjà vu Parce que Dieu n'a pas dit qu'il faut être polygame. Il faut être polygame. Si maintenant votre mari vient vous dire demain matin que non, madame, maman, je veux prendre une autre épouse, quelle sera votre réaction? Je ne peux pas accepter. Ce n'est pas une très bonne chose. Ça crée bon nombre de problèmes dans des familles. Et entre des enfants, ce n'est pas tout à fait bien, mais ça dépend en fait du père en fait. C'est une sorte de compétition. Il faut faire X pour prouver à mon mari que ouais, moi je sais faire ça. Et l'autre dit non, moi je peux faire ça. C'est plus la compétition. Et puis voilà, ça ne marche pas vraiment.
Non seulement à cause des problèmes qui règnent dans le foyer, mais à cause aussi des maladies sexuellement transmissibles. L'homme doit être monogame. Non, je suis très jalouse. Très jalouse. Je n'aime pas la polygamie. Parce que vous êtes très jalouse. Je suis jalouse. Extrêmement jalouse. Si j'aime un homme, je n'aimerais pas qu'il ait une autre femme. Ça cause aussi à la mort de quelqu'un aussi la polygamie. Parce que nous, on a été déjà victimes. Notre père était polygame. Si papa est mort, ça cause de la polygamie. Il ne se sent pas peut-être bien avec la femme. Avec sa femme qu'il a pris, il y a un manquement. Quand il y a un manquement, on est toujours tenté à aller à l'extérieur pour chercher une autre femme. Il n'y a pas de problème. Si on s'attend très bien, il n'y a pas de problème. Oh, chez nous, c'est comme ça. Chez les musulmans, c'est 4. On a donné le mari d'épouser 4. Tu veux ou tu ne veux pas, ton mari va épouser 4. Tu n'as pas le droit de parler. Tu es obligé d'accepter. Donc, nous aussi, on accepte. Nos parents mariés comme ça. Nous. Oui, si tu as une femme qui ne prend pas soin de toi, elle ne te sert pas comme il faut, elle n'est pas toujours là quand tu as besoin d'elle. Une femme infidèle, une femme qui ne sait pas peut-être bien faire la cuisine, ça pousse l'homme parfois à aller chez lui ailleurs. C'est mieux de faire polygamie à la maison au lieu de faire polygamie dehors. La polygamie, c'est quelque chose de bien pour nous les Africains parce que nous remarquons que nos sœurs, nous sommes tellement nombreuses, donc les femmes sont tellement nombreuses et les hommes qui sont peu dans la société. Bien, la polygamie, dans le sens général, est une bonne chose parce que nous sommes des foyers polygames. Les foyers africains sont polygames. Mais à cause de la mondialisation, aujourd'hui, nous retrouvons beaucoup plus de foyers monogames où souvent les manquements ne sont pas comblés. Alors messieurs, nous avons suivi ensemble ce micro-trottoir réalisé par nos reporters. Une phrase, sinon une expression m'a interpellée. La polygamie, on a parlé de compétition. Est-ce qu'on peut adjoindre à la polygamie justement le fait que cette union soit une compétition? Vous qui défendez la polygamie, c'est bien cela? Bon, une compétition, oui, ça peut aussi s'entendre comme une compétition. Parce que la première ou la deuxième femme va montrer qu'elle aime plus son mari. Et ça sera une compétition qui sera payante. Parce que à la fin, ça contribue au bonheur de la famille. C'est chacun qui apporte sa pierre à l'édifice, sa pierre pour construire la famille, qui est la cellule de base de la nation à la fin. Si je comprends bien, vous êtes pour la polygamie en fait? Oui, je suis pour la polygamie. Parce que? Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez bien suivi, il y a une femme qui dit, bon, il y a plus de femmes que d'hommes. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui aimeraient se marier. Ah, bon, mais si elles ne trouvent qu'un homme qui est déjà marié. Donc autant accepter de se marier. Elle n'aura pas de choix, c'est ce que vous voulez dire? Bon, elle n'aura pas... Parce qu'elles sont plus nombreuses que les hommes. Oui, déjà, voilà. C'est déjà ça. Et peut-être pour remonter, déjà pour dire que la polygamie, c'est une pratique ancestrale. Ça nous a été légué par nos ancêtres. Et même si on pousse la réflexion un peu plus loin, dans la Bible, on parle de la polygamie, le Coran aussi en parle, et je crois que le premier exemple même de polygamie dans la Bible, c'est les mecs qui avaient 2 femmes. Je crois, c'est clair dans Genèse chapitre 4, verset 29. Ah, nous ne sommes pas ici pour prêcher la parole, M. Esaïe. Peut-être nous dire, M. Ebanda Eyege, pour vous, la polygamie, c'est une bonne chose? D'entrée de jeu, je dirais non. Non, simplement parce que c'est une façon d'organiser la société, c'est un mode de gestion sociale, c'est un mode de vie que j'ai abordé un peu plus de près. Mon grand-père était polygame, malheureusement je ne l'ai pas connu, mais lorsque j'ai observé, j'ai compris qu'il y avait malheureusement beaucoup d'inconvénients. Il y a plus d'inconvénients que d'avantages. C'est ce qui m'amène à déduire que la polygamie n'est pas une très bonne chose. C'est vrai, on parle de compétition,
Mais c'est une compétition qui permet tous les mots. Tous les coups sont permis. À force de vouloir montrer que je suis la meilleure, à un moment donné, on ne pourra plus rien faire. On dira, ben, autant mieux liquider, passez-moi l'expression, autant mieux ôter la vie au mari. Comme ça, nous toutes, nous sommes perdantes. Et puis, on verra. C'est des choses qu'on a déjà vues par le passé. Donc, d'entrée de jeu, ça crée beaucoup de tensions, de rivalité et tout. Et puis, c'est bien difficile à gérer tout ça. Donc, contrairement à ce que disent certains observateurs qui disent que la polygamie consolide la cellule familiale, ce n'est pas votre point de vue? Je ne partage pas tout à fait ce point de vue. C'est vrai que ça paraît pas logique pour un Africain, parce que d'entrée de jeu, en écoutant le reportage, on disait depuis les aïeux, c'est une pratique ancestrale, c'est une coutume ancestrale, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Mais le monde évolue. La société elle-même évolue et elle est en perpétuelle évolution. Mais est-ce que la société contemporaine nécessite réellement qu'on parle de polygamie avec des problèmes qui se posent tous les jours? Donc je me dis que la polygamie de nos jours n'a vraiment plus, enfin a perdu tout son sens de noblesse. Tout son sens de noblesse, en ce sens qu'elle entraîne des conséquences néfastes tant sur l'éducation des enfants que sur la vie des femmes, que sur la vie personnelle même du polygame et plusieurs autres qu'on va avoir l'occasion d'évoquer tout à l'heure. Donc c'est par rapport à tout ça que je m'inscris un peu en faux. Alors, mais peut-être, soit vous voulez réagir ou je vais peut-être avancer. Est-ce que vous pensez qu'il y a des valeurs que les ménages polygames inculquent à leurs enfants? Ce qui pourrait justement démontrer que la polygamie est peut-être le meilleur choix. Bon, ce que je peux dire à ce niveau, selon l'endroit où on est situé, je prends l'exemple de l'Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, c'est la soumission. L'homme, c'est le chef de la famille, comme le dit la Bible. C'est le véritable chef. Et quand il parle, les femmes lui doivent soumission. Et à ce niveau, le problème ne se pose pas. Mais peut-être en Afrique centrale, trop poussé vers l'Europe, alors on est amené avec l'esprit de l'émancipation à ne plus respecter le mari. Et ça se voit même dans le mariage monogamie. Il y a une crise de l'autorité parentale. Il y a une crise de la puissance maritale. On ne respecte plus rien, on ne respecte plus le mari. Et du coup, on se retrouve dans des situations pareilles. Alors que quand on regarde nos frères de l'Afrique de l'Ouest, là-bas c'est clair. L'homme, c'est le chef de la famille, il garde sa position. Les femmes l'accompagnent dans sa tâche de chef de famille et lui doivent soumission. Et je pense que si cette soumission-là doit, n'est-ce pas, exister dans le mariage monogamie, je crois que le taux de divorce aujourd'hui ne pourrait pas augmenter. Parce que si vous regardez la divorcialité, c'est le foyer monogamie. Ça ne touche pas beaucoup les foyers polygamie. Parce que vous savez déjà que votre mari est polygame. Ça, c'est clair. Ça veut dire que s'il est à la deuxième ou à la troisième femme, chaque femme, peut-être qu'il peut convoiter, est susceptible d'être la quatrième ou la cinquième, etc. Et moi, je me dis que certains se cachent derrière la monogamie, il faut le dire, pour ne pas être responsable. Parce que vous allez voir quelqu'un... Certains se cachent derrière la monogamie pour ne pas être responsable. C'est bien cela. C'est bien cela. Comment vous expliquez ça? Un mariage, un mari qui a choisi l'option monogamie, celui qui a 2, 3, 4 maîtresses dehors. Est-ce que vous voyez un peu? Il a 2, 3, 4 maîtresses dehors. Mais alors, si on lui donne la possibilité, s'il devait être polygame, on n'aurait pas tous ces problèmes. Il devait s'occuper normalement de ses femmes. Il devait normalement avoir leur foyer, qu'elles doivent gérer elles-mêmes, puisque la loi impose que chaque femme doit avoir son foyer. Ouais. Bon, mais maintenant, il choisit la monogamie, et c'est lui qui est partout dehors. Vous voyez cette irresponsabilité et cette immoralité. Et aujourd'hui, le mariage est en crise.
C'est justement, donc vous êtes en train de nous dire que le mariage est en crise parce que le choix est plus porté sur la monogamie que la polygamie. Or, si on choisissait la polygamie, on ne serait pas face à un taux de divorce élevé. Oui, vous pensez, si un homme a 5 femmes, vous pensez qu'il aura le temps d'avoir 4, 5, 6 copines? Est-ce que vous partagez ce point de vue? Vous avez le droit de réagir par rapport à ces propos. Allez-y. Déjà, je ne le partage pas, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, simplement parce que tout dépend des convictions. Tous les hommes ne sont pas des coureurs de jupons nez. Il y a des hommes responsables, à un moment donné, qui veulent avoir une femme, qui ont une femme et qui assument les charges qui leur incombent. Et puis donc, ce n'est pas tant de l'irresponsabilité que de parler de monogamie sous couvert. Non, pas toujours. Mais il faut comprendre que ne fait pas de la polygamie qui veut, mais qui peut. Parce que la polygamie entraîne un certain nombre de sacrifices, nécessite un certain nombre de sacrifices. Et ce n'est pas tout le monde qui est capable, ce n'est pas tout le monde qui est financièrement assis, ce n'est pas tout le monde qui est spirituellement, physiquement, intellectuellement assis pour pouvoir gérer, pour pouvoir contrôler 2, 3, 4 femmes. Et qui dit ménage polygame dit une multitude d'enfants à contrôler, à surveiller, à éduquer. Et les risques sont multiples. On est fatigué, on rentre tard, on se couche, on ne sait pas qui est là, qui n'est pas là, qui est à l'école, qui a fait ses devoirs. Et si par malheur on tombe sur des mamans irresponsables, qui va suppléer les multiples absences du père, qui est soit chez la première, soit chez la deuxième, et peut-être en train de vadrouiller ailleurs, que sais-je, mais qui va suppléer? Donc c'est autant d'inconvénients que moi je trouve à la polygamie. Mais je préfère souligner, je ne suis pas un fervent défenseur de la monogamie. Je ne suis non pas en train de jeter l'anathème sur la polygamie. Que les papas veuillent m'excuser. Mais je suis seulement en train de vouloir montrer que c'est une pratique qui de nos jours regroupe beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Et juriste que je suis, il faut bien comprendre que lorsqu'on parle, je suis contre l'inégalité. Et la polygamie, c'est la pure manifestation de cette inégalité. Expliquez-nous. Qu'est-ce à dire? Quand on parle du principe, si on parle de nos déclarations, Déclaration universelle des droits de l'homme, telle que ratifiée par la Constitution gabonaise, on parle de tous les hommes naissent libres et égaux en droit. On parle bien de droit. Quand on parle de tous les hommes, hommes avec grand H, homme-femme, comme homme-homme, masculin au sens masculin du terme. Mais lorsqu'on parle de polygamie, ça veut dire qu'on reconnaît à une seule catégorie humaine, donc la catégorie masculine, d'avoir plusieurs femmes, d'entretenir beaucoup d'autres relations et tout. Donc c'est déjà marginaliser la femme, c'est déjà montrer, c'est déjà rompre d'entrée de jeu avec ce principe d'égalité qui est pourtant proclamé dans tous les textes internationaux comme nationaux. Donc d'entrée de jeu déjà, je trouve que c'est une entorse que de dire il y a un principe d'égalité entre hommes et femmes, que de dire oui, le principe, moi c'est ce qui me choque, c'est que la société africaine, dans sa majorité, et gabonaise particulièrement, prend l'option polygamique comme principe. Nous le savons tous que lors de la célébration du mariage, l'officier d'état civil se doit de poser la question de l'option monogamique ou polygamique aux époux. Oui. Mais quelle est la conséquence si cet officier d'état civil omet de poser la question? La conséquence logique est que le mariage est présumé être polygamique. Ce qui veut dire que le principe, c'est la polygamie. Qu'on le dise ou pas, voilà le non-dit. Donc c'est comme ça, dans cet imaginaire-là, on est resté dans cette Afrique, dans ce Gabon traditionnel qui veut que l'homme ait beaucoup de femmes, ait beaucoup de conquêtes, c'est la manifestation du pouvoir. Mais pas toujours. Il y a bien autre chose à faire que de penser à affirmer le pouvoir, l'autorité à travers ces multiples conquêtes ou épouses. Et justement, alors, il disait tantôt, vous voulez réagir parce que il m'interpelle lorsqu'il dit la polygamie est une entorse au principe de l'égalité. Bon, en fait, son intervention est empreinte d'ethnocentrisme. Expliquez-nous. Oui. Pour les Européens,
la polygamie, là je vais reprendre les mots de la Cour suprême américaine, dans une décision de 1878, voilà, que la polygamie, c'est une tâche dans notre civilisation. C'est un barbarisme qu'on ne peut accepter. Voilà les décisions de la Cour suprême américaine. Est-ce que vous voyez un peu? Sans ménagement, on dit que la polygamie, c'est un barbarisme qu'on ne peut accepter. Mais à la fin, qui est barbare? Expliquez-nous, qui est barbare? Qui est barbare? À la fin, si on refuse de reconnaître la polygamie aux États-Unis, puisque la polygamie est interdite, mais si on refuse de reconnaître la polygamie et qu'on légalise le mariage homosexuel, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Est-ce que vous voyez un peu cette déliquescence-là? On refuse, et je vais vous dire, vous avez vu le scandale à la Maison-Blanche, Bill Clinton et Monica Lewinsky. On a accusé Bill Clinton d'avoir couché avec sa secrétaire. Et il est marié. Est-ce que vous voyez ce scandale-là? Pourtant, eux, ils ont choisi la monogamie, mais avoir 2, 3 amendes, 4, c'est pas un problème. Si vous avez beaucoup de copines dehors, c'est pas un problème. Mais si vous devez vous responsabiliser à l'égard de 2, 3, 4 femmes, c'est un problème. Comment est-ce qu'on peut admettre ça? En tout cas, nous... C'est le monde à l'envers, alors. Hein? Justement, c'est le monde à l'envers. C'est pour ça que j'ai parlé d'ethnocentrisme, ceux qui viennent imposer leur manière de voir les choses. Quand le colon est arrivé, il a trouvé en Afrique nos pratiques. Et je pense que cette pratique doit rester parce que ce sont nos valeurs traditionnelles. Et aujourd'hui, on a deux tendances, le droit positif et le droit traditionnel. Vous voyez que le droit positif n'a pas réussi à phagocyter ce droit traditionnel. Ces deux tendances restent et vont toujours rester parce que le mariage coutumier et la polygamie sont nos valeurs et ces valeurs-là, nous devons les défendre coûte que vaille. Ce sont ces valeurs qui font même de nous des Africains. Et donc pour vous, quelqu'un normalement qui opte pour la monogamie, c'est comme s'il perdait les valeurs africaines, c'est ça? Bon, c'est un assimilé tout court. On peut dire que lui, c'est... Parce que dans l'Afrique précoloniale, la règle, c'était la polygamie. Et l'exception, c'était la monogamie. Bon. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'inverse. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que les Occidentaux sont venus nous dire, bon voilà, il faut avoir une seule femme. La meilleure famille, c'est celle qui est organisée autour du mariage monogamie. Voilà. Et c'est cette vision ethnocentrique que tout le monde regarde aujourd'hui. Quand vous allez vers une femme, voilà, au moment de choisir l'option, la femme, elle vous dit clairement, moi c'est monogamie, elle vous dit clairement. Ce n'est pas normal? Bon, peut-être c'est normal, mais on le verra au cours de l'union, on le verra au cours du mariage. C'est ce même homme-là qui aura 2, 3, et la femme va dire, en tout cas, c'est mon mari, il n'a qu'à faire ce qu'il veut dehors, mais je sais que je suis à la maison. Voilà les expressions que les femmes sont obligées de tenir parce qu'on n'arrive pas à attraper ce mari-là. Or, si on avait choisi, accepté qu'ils prennent d'autres épouses, en plus de nous-mêmes, la première femme devait savoir que voilà, oui, voilà ma rivale. Je la connais. Elle habite tel endroit. Ou alors nous vivons dans la même concession. Mais vous ne connaissez pas votre rivale ou alors la copine, vous pouvez même vous faire agresser. Peut-être parce qu'elle veut absolument prendre votre place. Donc, si on comprend bien vos propos, je voudrais quand même revenir sur ce qu'il disait tout à l'heure. Il a parlé d'actuellement, en fait, le modernisme voudrait que la famille se résume à un père, une mère et des enfants, et ça crée de l'individualisme, alors que la société africaine a toujours prôné pour la solidarité et la cohésion. Qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à ces propos-là? Je trouve que nous sommes passéistes. On reste attaché au passé qu'on juge sacré. On a peur de voir la réalité en face, d'affronter l'avenir. On a peur de se détacher de tout ce fardeau traditionnel-là. On retient
En fait, on reste prisonnier au fait de tout ce passé-là. Toutes les sociétés sont appelées à évoluer. Et tout le monde se rend compte que la société africaine évolue très vite. Certaines valeurs sont abandonnées. C'est vrai que la question de la polygamie reste toujours délicate parce que voilà, la société africaine, elle est polygame par essence, c'est vrai. Mais ce qui est vrai, c'est que l'évolution nous dira. Quand on parle de la famille, cellule de base de la société, on parle de famille au sens nucléaire du terme. Un père, une mère et les enfants. Vous voyez, les enfants qui grandissent en réalité dans un foyer monogamique, c'est vrai, on parle d'individualisme, mais il y a un peu plus de responsabilité dans ce genre de foyer. Parce qu'on sait qui doit faire quoi. La femme sait que c'est moi qui dois faire à manger à mon mari, c'est moi qui dois faire ci, c'est moi qui dois faire ça. Mais à un moment donné, dans un foyer polygame, c'est un peu souvent de la cacophonie. Il y a un adage qui dit qu'un homme qui a beaucoup de femmes, un homme qui a beaucoup de femmes dort le plus souvent sans rien manger. Simplement pourquoi? Parce qu'une se dira, ben, l'autre fera, l'autre dira, non, ben, la troisième fera, l'autre dira, ben, la quatrième fera. Bon, du coup, qui fera? Personne, jusqu'à ce que personne ne fait. Voyez-vous? Donc, à un moment donné, il faudrait que l'on sache qui doit faire quoi. Et c'est plus facile de définir cela lorsqu'on est deux. S'aimer, c'est regarder dans la même direction. Il est plus facile de partager l'amour à deux que de le partager à trois. Mais ce monsieur polygame-là, mais combien de femmes est-ce qu'il aime? En réalité, en combien de morceaux, c'est vrai que je ne suis pas médecin, mais en combien de morceaux peut-on diviser un cœur? Ce qui est sûr, c'est que, en tant qu'homme, on peut aimer une, et les autres sont là juste pour la forme, dire c'est madame, c'est madame, c'est madame, mais en réalité, il y a une. Encore que le droit ne connaît pas la hiérarchie, première femme, deuxième femme, troisième femme, non, ça n'existe pas, ces histoires. Donc, en réalité, il faudrait que l'on revienne sur Terre, il faudrait que l'on se dise, c'est vrai, le monde évolue. Le monde évolue, c'est vrai, mais ne restons pas seulement attachés au passé. Sachant regarder qu'est-ce qui est bien. Si c'est bien, oui, copions-le. Quand on me dise, oui, l'homosexualité, ce n'est pas dans nos coutumes, ça en refuse. Je suis d'accord. Mais quand on me dise que la polygamie, c'est dans nos coutumes, on reste dessus, sans réfléchir, sans pousser la réflexion un peu plus loin, ça, je ne suis pas totalement d'accord, sachant que les conséquences, je dis bien, sont dans la plupart des temps négatives, dans le cas des mariages polygames. Bon, je voulais réagir. Allez-y. Moi, je dis, c'est vrai que l'avenir se prépare au présent. Mais le présent repose sur le passé. Si le présent repose sur le passé, ça veut dire que si on va arriver quelque part, on doit savoir d'où nous venons. Si on a oublié d'où nous venons, nous n'allons arriver nulle part. C'est pour ça que nos valeurs traditionnelles, ces valeurs ataviques, sont là pour nous guider, pour nous dire, ah, vous venez de l'Afrique. C'est pour ça que vous allez voir un Malien, quand il arrive en France, on dit non, la polygamie est interdite. Non, il va là-bas avec ça. Il va avec ses femmes. Puisqu'en France, la polygamie est interdite, c'est réprimé par l'article 433-20 du Code pénal. Et s'il est prouvé qu'un homme est polygame, alors il a encore 1 an de prison et 45 000 francs d'euros d'amende. Ou un peu. Mais malgré cela, ses frères d'Afrique de l'Ouest vont là-bas avec leurs multiples femmes. Et on peut compter aujourd'hui en France plus de 20 000 foyers polygames, malgré que la polygamie soit interdite depuis 1945. Puisque c'est en 1980, quand la France accepte le regroupement familial, que à partir de cette période, 1980, les familles vont aller s'installer en France, même les familles polygames. Alors bon, mais à partir de 93-94, avec la loi Pascal, on va commencer à limiter. On va se dire non, nous ne voulons plus des mariages polygamiques. Alors, tous ceux qui sont polygames, on va leur interdire le séjour en France. Voilà. À partir de là, voilà une loi qui naît. À partir de 93. Et Steve est d'accord avec moi qu'il y a un principe
qui a une valeur constitutionnelle, qui veut que on ne peut être puni que pour des faits qui, au moment de la commission des faits, étaient prévus par la loi. Si en 1980, on avait accepté le regroupement familial et que les gens sont allés avec leur famille, et qu'on leur dit aujourd'hui non, on ne veut pas la polygamie, mais là, il y a un problème. Il y a un problème grave qui se pose. Et aujourd'hui, certaines femmes sont obligées de décohabiter. Donc, on les impose, voilà, vous allez quitter, bon, on va vous prendre en charge, c'est l'État français. On va vous prendre en charge, voilà, quitter votre domicile conjugal, vous irez là-bas, et peut-être le mari, lui, reste avec une seule femme. Mais ces valeurs-là, puisque ces valeurs sont fortement ancrées dans nos traditions, où que nous allons avec ces valeurs. Parce que un Africain sans ces valeurs, c'est un blanc. C'est un assimilé tout court. Ça veut dire qu'on l'a déraciné. Et c'est ça le but. C'était même ça le but de la colonisation. C'est-à-dire déraciner, enlever tout ce qui est bon pour l'Africain. Comme la polygamie. Comme la polygamie. Aujourd'hui, on dit non, c'est la monogamie, voilà. Non, nous resterons attachés à cette valeur. Nous resterons attachés à ces valeurs. Je me tiens sur ces mots-là. Pour nous permettre, messieurs, de marquer cette pause pour entamer par la suite la deuxième partie de l'émission. Alors, de retour pour la suite de votre débat contradictoire. Et dans cette partie, nous tenterons de comprendre si la polygamie consolide la cellule familiale en Afrique, comme le pensent de nombreux observateurs. Je suis sûre que pour M. Isaïe Biancoupe, la polygamie consolide la cellule familiale. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce que vous pensez, M. Yégué. Non, pas du tout, pas du tout. Consolider la cellule familiale, bon, pour être clair, je ne comprends pas grand-chose dedans. Je ne comprends pas grand-chose parce que on peut consolider la cellule familiale sans être dans un mariage, dans un foyer polygame. Ce n'est pas vrai. Que ce soit dans un mariage monogamique ou polygamique, tout dépend de comment est-ce qu'on décide de gérer la famille. Et c'est même ça le véritable problème. L'homme qui décide de s'engager polygamie, est-ce qu'il a les moyens de sa politique? Est-ce qu'il a les moyens de sa politique? Celui qui décide de rester dans un mariage monogamique, de célébrer un mariage monogamique, est-ce qu'il a également les moyens de sa politique? Tout est question, enfin, je me dis que le problème ne doit même pas se poser à ce niveau-là. Tout dépend de comment chacun a été éduqué d'abord, parce que ce sont les valeurs qui ont été les vôtres. Ce sont les valeurs que vous avez reçues, que vous, à votre tour, vous allez tout faire pour transmettre à votre progéniture. Et le mariage vise une chose, la procréation. Lorsqu'on va procréer, ensuite on va devoir éduquer et conduire les enfants jusqu'à leur majorité. Et je dis dans la plupart des cas, les enfants qui sont nés, qui ont grandi dans le cadre du mariage polygamique, ont souvent des problèmes. Peut-être par le passé, parce que lorsque j'ai observé mes parents, mes pères et mères qui ont vécu dans ce milieu, l'éducation n'était pas la même. Eux, ils avaient une bonne éducation. Parce que peut-être autrefois, nos aïeux, nos ancêtres, oui, plus de cohésion. La solidarité. C'était des valeurs que je retrouve ou que je retrouvais autrefois. Mais de nos jours, l'égoïsme, l'avarisme, l'individualisme ayant pris le pas, je me dis que dans la plupart des foyers polygamiques, en tout cas du quartier où je reviens, je m'amuse souvent en observant tout ça. Je me dis que sincèrement, c'est des chamailleries tous les jours, c'est des critiques. À la limite, les enfants, le père ne sait même pas qui est là, qui n'est pas là, qui vit comment. À la limite, c'est souvent désolant. C'est souvent un spectacle désolant. Lorsqu'on vous dit, ben, on ne sait pas là où tel se trouve, le père vous dit clairement, demandez à tel, il n'est pas là. Parce que c'est la première femme, c'est la deuxième femme qui a dit, qui a raconté. Même au sein de ces foyers-là, la discorde commence et puis ça se propage.
Donc, de nos jours, dire que la polygamie est un facteur de cohésion, consolide des liens sociaux, des liens familiaux, de nos jours, je trouve qu'il y a un problème. Par le passé, je peux l'admettre, parce que j'ai vu comment nos parents, nos pères et mères ont été élevés. Effectivement, comme disait mon confrère, il y avait une certaine éducation. Les pères de famille avaient une certaine autorité. Et toutes les femmes se pliaient, se soumettaient. Mais de nos jours, il y a problème. Donc, pour moi, la polygamie est en train de perdre tout son sens, toute sa valeur, et très peu de personnes acceptent de s'engager publiquement à la polygamie, alors qu'avant c'était le cas. La polygamie est en train de perdre tout son sens, sa valeur? Je ne pense pas, parce que en 1958, la polygamie était interdite en Irak. Mais en 1994, Saddam Hussein a restauré la polygamie, a rétabli la polygamie. Et pour prendre le cas de la Tunisie, parce que la Tunisie, dans le Maghreb, c'est le seul pays qui a fermement, qui a refusé la polygamie depuis 1956 avec Habib Bourguiba. Donc, quand en 1956, dans le code de statut personnel, l'article 18 du code de statut personnel dit clairement, je cite, la polygamie est interdite, fin de citation. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des partis politiques aujourd'hui qui prennent même pour chemin de bataille la polygamie. Ça veut dire qu'on doit restaurer la polygamie dans notre société. Vous voyez, partout, si la polygamie avait disparu, cette polygamie-là revient petit à petit. Hein. En Algérie, c'est la même chose. Il y a une certaine réduction. Au Maroc, par exemple, avec la loi de 2004 qui autorise la polygamie, même si cette polygamie est un tant soit peu restreinte, mais au moins la loi autorise la polygamie. En Algérie, pareil. Ces pays, à un moment donné, étaient un peu hostiles à la polygamie, mais puisque ce sont des pays musulmans, et je crois que le Coran admet la polygamie. Je crois que dans la sourate 4, hein, le Coran dit bien que l'homme peut prendre 1, 2, 3, 4 femmes, mais et plus loin dans cette même sourate, il est clair que le Coran reconnaît qu'on ne peut pas aimer toutes ces femmes de la même manière, mais que le chef de famille doit faire l'effort, hein, pour essayer d'aimer ces femmes à la même hauteur. Mais quel est l'objectif lorsqu'on sait qu'on justement on ne peut pas aimer toutes ces femmes de la même manière? Quel est le but? Est-ce que ça ne légitime pas justement cette pensée de certains observateurs qui disent que c'est une façon de montrer la tendance bestiale de l'homme de multiplier ses conquêtes? Bestial, non. Le mot n'est pas juste. Il est un peu dur? Oui, il est dur. Mais on sait en même temps que la philosophie dit que l'homme est un éternel insatisfait. Est-ce que la polygamie ne vient pas justement confirmer ce type de déclaration? C'est une étude qui a été menée même par les anthropologues qui ont déduit que la polygamie est inhérente même à la nature humaine, elle est consubstantielle même à la nature humaine, la polygamie. Donc on ne peut pas, même l'homme qui est marié à une seule femme, mais regardez-le. Il est obligé d'être parti. Non, je n'ai pas besoin, je ne vous le fais pas de dire. faire un dessin. Voilà. Donc, on sait tout ce qui se passe. Donc, or, si cet homme a 2, 3, 4, 5, 6 femmes... Ça règle tout le problème. Non, mais il ne peut pas regarder dehors parce qu'il a déjà une lourde charge. Non, ça c'est clair, il a déjà une lourde charge. Et il doit s'occuper, comme la loi le veut, de toutes ces femmes. Allez-y, vous pouvez réagir. Oui, encore que j'ai tout fait un peu déjà. Je pense que 2, 3, 4, 5, 6 femmes, ça ne réglerait pas le problème. Si on parle de l'homme qui est un éternel insatisfait, ça veut dire que plus il en a, plus il en veut encore, plus il en redemande. Il veut découvrir. Parce que pour l'homme, c'est un mystère, la femme. La femme, c'est un mystère. Si on remonte un peu la Genèse, si on remonte un peu, mais il aurait fallu que, permettez-moi, on n'est pas dans le cadre d'un débat religieux, il aurait fallu que Dieu plongeât Adam dans un sommeil profond pour prélever sa côte et faire une femme. Lorsqu'il se réveille, il dit « Waouh,
chair de ma chair, sang de mon sang. Mais lorsque l'homme voit, l'homme se dit toujours, il faudrait que j'ajoute, que j'ajoute, que j'ajoute. Parce que c'est une manifestation de l'autorité, de la puissance. Parce qu'on dit partout là où il y a le pouvoir, il y a les femmes. On le dit souvent, parce que les femmes suivent le pouvoir. On ne peut pas avoir le pouvoir sans femmes. Mais moi je dis, c'est vrai, toutes ces conceptions, elles sont sociales, elles sont anthropologiques, c'est des considérations. Mais moi je me dis, tout c'est la discipline. Et tout dépend du fondement de notre discipline. Il y en a qui sont ancrés sérieusement dans la religion, par exemple. Il y en a qui, pour des raisons religieuses, s'en tiennent à une certaine discipline, ne prennent qu'une seule femme, font leur vie, font des enfants, les élèves, et s'en tiennent à ça, cette fameuse phrase de la Bible. L'homme quittera son père et sa mère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous deux formeront une seule chair. Mais comment est-il possible de former une seule chair avec plusieurs femmes? Je me demande. Ou bien, tour à tour, on va faire. Mais l'homme n'a pas le don d'ubiquité, être partout à la fois. Et puis, je ne pense pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, on sera ici, après on va quitter, on ira là-bas, l'autre. Mais la femme qu'on laisse là, elle avait sans doute besoin, elle a sans doute besoin de se marier tous les 7 jours de la semaine. Mais lorsque vous la laissez, la nature ayant horreur du vide, mais c'est une cacophonie parce qu'elle serait tentée d'aller voir ailleurs. Et en allant voir ailleurs, qu'est-ce qu'on ramène? C'est des maladies que monsieur, le polygame, viendra prendre pour donner aux autres, et puis on se retrouve avec des maladies qu'on ne peut pas expliquer, des situations, des morts d'hommes, des décès par-ci, par-là. Des empoisonnements, etc. Aussi. Voilà. Donc c'est tout cela un peu, la polygamie, de nos jours, j'entends. Parce que j'insiste bien, la polygamie telle qu'elle était pratiquée jadis n'a plus quasiment rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui comme polygamie. Il y en a qui viennent, qui se disent, bon, moi, au lieu d'être maîtresse, je vais quand même être madame telle, même si on est nombreuses, qui ne fait rien du tout. Qui ne fait rien, qui est juste là, et puis qui garde la maison, qui dit, bon, s'il est là, tant mieux, s'il n'est pas là, tant mieux. Ce n'est pas ça le but de venir en mariage. Il faut consommer le mariage. Il faut une certaine communauté de vie, communauté de lit. Mais comment est-ce qu'il peut y avoir communauté de vie dans le cadre du mariage polygamique? Ce n'est pas possible. À la limite, pardonnez-moi, que les polygames me pardonnent, je n'ai rien contre eux, mais les polygames deviennent, à la limite, à mon sens, à mon humble avis surtout, un peu instables. Expliquez-nous. Un peu instable. Qu'est-ce que j'entends? Tout c'est la tête. À un moment donné, il faut penser à Chantal, à Béatrice, à Reine, à Renette, et puis ainsi de suite. Béatrice a son foyer, Reine a son foyer, et l'autre a son foyer. Et on parle bien, la polygamie a un principe qui en découle. C'est l'autonomie des foyers. On ne va pas financer, on ne va pas entretenir un foyer avec les revenus d'un autre foyer. Ça veut dire que si vous vous engagez dans la polygamie, ça veut dire que vous avez les moyens de votre politique. Vous avez assez de moyens pour entretenir le foyer de Brigitte, au même niveau que le foyer de Anne et de Pauline, et puis ainsi de suite. Donc du coup, lorsqu'on n'a pas ces moyens-là, il ne s'agit pas seulement des moyens financiers, il s'agit également des moyens physiques, énergétiques, des ressources. Nous savons tous que il faut consommer le mariage. En clair, avoir des relations sexuelles. Mais quel est cet homme-là qui va pouvoir satisfaire autant de femmes tous les jours et être en bonne santé tout au long de sa vie? Là, il y a un problème d'indiscipline. La polygamie pousse. La polygamie entraîne une certaine indiscipline qui empêche l'homme de s'élever, ne serait-ce que sur le plan spirituel. Allez-y. Il a bien fait de citer la Bible. Il dit, bon, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Oui. Matthieu 19, versets 5 et 4. Chapitre 19, versets 5 et 4. Oui, ça c'est bien. Ça, c'est le Nouveau Testament. Nous avons les preuves de la polygamie dans l'Ancien Testament. Donc, une fois de plus, le Nouveau Testament, c'est aussi encore une fois la démonstration du modernisme qui voudrait balayer la tradition dont vous faites allusion. Non, justement. Bon, mais maintenant, je crois que ce n'est pas cela l'objet du débat. Ce n'est pas cela l'objet du débat. Mais ce qui est sûr, c'est que dans l'Ancien Testament,
on a, n'est-ce pas, des exemples de la polygamie. Hein? J'ai cité tout à l'heure Genèse chapitre 4, verset 19, où le mec avait 2 femmes. Hein? Genèse chapitre 19, où Jacob avait 2 femmes. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Hein? Le roi David, par exemple, le roi Salomon. Mais ils avaient beaucoup de femmes. Et le prophète Nathan même dit de David quoi, que Dieu a estimé que s'il n'avait pas beaucoup de femmes, il devait encore lui en donner. Bon. Mais maintenant, le débat est, du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament, bon, qu'est-ce qu'il faut suivre? Hein? Bon, là, c'est un autre débat, hein? Puisque c'est chacun qui essaie de voir. Et je ne veux pas vous le cacher, parmi les personnes qui défendent la polygamie, je crois il y a beaucoup de femmes. Pourquoi, selon beaucoup vous? Beaucoup de femmes. L'exemple, je crois, alors que le micro-trottoir qu'on a suivi tout à l'heure sur un nombre, par exemple, de 10 femmes, elles étaient pratiquement 8 hein, qui étaient contre la polygamie. Non, parce qu'elles sont jalouses, parce qu'elles ne veulent pas partager. Donc, à quel moment vous pensez qu'une femme... Laissez-moi vous prendre l'exemple. Allez-y, allez-y. Voilà, l'exemple d'une journaliste égyptienne. Hein, Aram, elle est journaliste, elle a 2 enfants. Elle a créé même une association qui milite pour la polygamie. Et le slogan, c'est « Une épouse, ça ne suffit pas ». Moi, je vous le dis clairement, cherchez, vous allez trouver. Une épouse, ça ne suffit pas. Elle estime que son travail de journaliste lui prend tellement du temps. Elle a ses 2 enfants. Et que si son mari prenait une seconde épouse, hein, peut-être celle-là pouvait, n'est-ce pas, s'occuper de lui. En son absence à elle. En son absence, et elle pourrait vaquer. Puisque aujourd'hui, on parle de l'émancipation de la femme. La femme doit travailler au même titre que l'homme. Mais si elle travaille au même titre, à quel moment est-ce qu'elle va s'occuper des travaux domestiques, ménagers? À quel moment? Vous voyez donc que cette dame milite donc pour la polygamie. Et je crois que ça a fait vraiment un tollé. Hein, sur la chaîne Al Jazeera, elle qui avait une très bonne renommée en Égypte, voilà, on commence à la critiquer. Hein. Bon, mais le débat reste toujours. À tort ou à travers, finalement? Bon, maintenant, ou une à partie... tort ou à raison? À tort ou à raison. Une partie estime qu'elle est libre de dire ce qu'elle pense. Hein. Elle estime qu'elle aime encore son mari. Est-ce qu'elle doit se séparer de son mari puisqu'elle ne parvient plus à assurer ses obligations? Est-ce qu'elle doit se séparer de son mari? Pour elle, la solution, c'est non. Son mari peut être autorisé à prendre une 2e femme. Et cette 2e femme, à son absence, pourrait, n'est-ce pas, satisfaire son mari. Et comme ça, elle ira, n'est-ce pas, s'occuper de son travail. Donc, si une femme, je prends un exemple simple, si une femme est infertile, vous proposerez à cette femme d'inviter son mari à choisir... En Algérie, c'est ce qui se passe en Algérie. Donc, si la femme ne fait pas d'enfant, ça veut dire que c'est seulement à cette condition en Algérie que le mari peut prendre une 2e femme. À cette condition-là. Parce que la polygamie en Algérie est un peu plus restrictive. Vous voyez un peu. C'est seulement à cette condition que le mari peut prendre une autre femme. En dehors de cette condition, bon voilà, le mari ne peut vraiment pas prendre une 2e épouse. Mais vous voyez que dans ce cas, la polygamie peut vraiment venir aider une famille qui est en train de se disloquer. Et nous le constatons bien souvent. Vous voyez, les femmes qui sont mariées, n'est-ce pas, sous l'option monogamie, quand elles ne font pas d'enfant, ça commence à se compliquer. Et le mari devient infidèle. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Donc c'est pour ça qu'il faut choisir la polygamie, de telle sorte que voilà. Si votre époux, si vous ne faites pas d'enfant, votre époux peut facilement prendre une autre femme et ça ne pose pas problème, etc. Et la vie continue. J'estime que ce n'est pas votre point de vue. Vous condamnez ce soir, encore une fois de plus, la polygamie. Oui, mon cher confrère, il est attaché à ses valeurs traditionnelles. Valeurs qui commandent. Valeurs qui exigent que la finalité première du mariage soit la procréation. Ce qui n'est pas le cas si on s'inscrit dans une conception occidentale, traditionnelle, moderne, enfin moderne, conception moderne du mariage.
il est concevable qu'on se marie, mais que l'on ne puisse pas procréer, pour une raison ou pour une autre. Ce qui ne remet pas en cause le mariage, ce qui n'autorise pas obligatoirement l'infidélité ou la polygamie ou quoi que ce soit. Ou le vagabondage sexuel. Le vagabondage, non. Ce qui n'a rien à voir d'ailleurs. Et pour rebondir sur le cas de l'Égyptienne en question, oui, c'est vrai que c'est une dame, en réalité, qui savait pourquoi elle s'est mariée, mais qui maintenant ne sait plus pourquoi elle s'est mariée. Parce que lorsqu'on sait pourquoi on s'est marié, on ne va pas subitement se dire ben voilà, je ne peux plus assumer mes charges, il est temps que mon mari trouve une autre femme. Et tout. Mais non, on parle bien d'autonomie de foyer. Ça veut dire que qu'il ait 1001 femmes, ce qui t'incombe comme charge ménagère, tu dois les assumer. Que tu sois journaliste de quoi ou de qui, tu dois remplir. Donc en réalité, elle ne sait pas. Elle ne sait plus pourquoi elle ne sait s'est même plus pourquoi elle n'a qu'à divorcer. Parce qu'elle ne sait plus, elle ne se retrouve plus dans un foyer. Et justement, elle ne veut pas divorcer. Elle ne veut pas divorcer. Elle estime que la solution, ce n'est pas le divorce. C'est plutôt solliciter voilà, la polygamie. La polygamie, voilà. Etc. Le mari doit saisir le juge et puis voilà. Il y a démission de l'épouse. La démission de l'épouse. La démission de l'épouse. En tout cas, messieurs, peut-être vos derniers mots. Donc, si on comprenait bien, durant toute cette émission, vous étiez pour la polygamie parce que c'est une valeur traditionnelle. Rapidement. Oui, parce que non seulement c'est une valeur traditionnelle, et la polygamie responsabilise l'homme. Voyez-vous, l'homme qui a une seule femme a tendance à faire son vagabondage. Il est partout. Or, avec la polygamie, on est sûr qu'il va se responsabiliser. Voilà, il va se responsabiliser. Ou alors, même s'il doit être avec d'autres femmes, on connaît ces femmes. Ok, d'accord. Et vous, monsieur Higué? Oui, en clair, la polygamie, ce n'est pas la meilleure solution. On peut régler tous ces problèmes, on peut régler toutes ces difficultés dans la monogamie. Mais le tout, c'est la personne elle-même qui fixe les règles, qui détermine les contours, et puis qui est le seul maître à bord qui détermine toutes choses. Donc la polygamie, pour moi, n'a pas place, en ce sens que les inconvénients sont bien plus nombreux. On parle des enfants, on parle des femmes, on parle des maladies, on parle de tellement de choses de nos jours qui me confortent dans ma position. Messieurs, voilà, c'est la fin de ce 7-3 axé sur le thème en Afrique, régime polygamique, avantages ou inconvénients. Ce débat peut continuer dans vos maisons et sur notre page Facebook /7-3. Il y a bien à ma gauche monsieur Esaïe Biancoupe, il est leader et juriste, et à ma droite monsieur Steve Hervé Banda Yégué, qui lui aussi est leader et juriste. C'était votre plateforme de débat 7-3 que vous pouvez suivre sur le site de votre chaîne panafricaine www.canal7.tv. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.